Plus que 24 heures nous séparent du coup d'envoi de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Cette CAN se jouera bien sûr au Maroc. Oui, le royaume chérifien s'apprête à accueillir l'Afrique du 21 décembre au 18 janvier 2026. Ce sera la véritable fête du football du continent. Mais est-ce que la 35e édition sera l'édition la plus relevée? Et s'il faut parler des Léopards de la RDC, sont-ils favoris de leur groupe ou de la compétition? Est-ce que pour le match d'ouverture, Bénin, RDC, c'est un match piège pour les fauves congolais? Voilà des questions que nous allons essayer de soulever dans ce magazine au cœur du sport. Le plaisir est mien de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour bien évidemment suivre cette émission. Elle était attendue et elle sera spéciale bien évidemment cette émission puisque on va combiner les deux plateaux. En direct du plateau A, il y aura un petit public accompagné du tacticien Shadrack Ante Tachomba. J'espère qu'il nous suit en direct. Shadrack, honneur à vous. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, Christian Bokaya. Bonjour à tous les téléspectateurs de Télé 50. On est très content d'être là et de parler football. C'est vrai que la CAN va commencer dans moins de 24 heures, s'il faut le dire. Et on espère que cette CAN sera bénéfique à la RDC et que la fin sera heureuse pour nos fauves de la République démocratique du Congo. Super, Shadrack. De temps en temps, vous serez accompagné d'un public aussi magnifique qui pourra toujours applaudir et vous accompagner, puisque là, vous allez nous parler de tactique Shadrack. C'est vraiment votre assiette. Le docteur foot, on va analyser les forces et faiblesses des guépards du Bénin. Mais en attendant, sur ce plateau, il y aura des habitués. D'abord, l'ancien, pour ne pas dire l'habitué. Oui, il est l'ancien par rapport à ceux qui sont avec moi ici. GD Luis Coupa. Bonjour, bienvenue. Apparemment, le chef coutumier de cette émission. Merci Christian, bonjour. Meilleur vœu aussi à vous. Je pense que c'est peut-être l'avant-dernier plateau de l'année 2025. Exactement, merci beaucoup. Meilleur vœu à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je sais que c'est toujours un plaisir d'être dans la fièvre de la compétition comme la CAN. Tout le monde en parle, tout le monde veut voir ce qui sera cette 35e édition. Et donc, c'est toujours un plaisir d'être là. Merci. Allez, à vos côtés, il y a Trésor Mutombo. Oui. Je crois que c'est sa deuxième participation. Trésor, en forme, meilleur vœu. Bonne année 2026. Merci pareillement et surtout meilleur vœu à tout le monde et à tous les téléspectateurs de Télé 50. Merci pour cette invitation. Ça fait plaisir de revenir sur ces plateaux et surtout de parler d'une compétition qui est la CAN, une compétition qui représente beaucoup pour moi. Voilà, c'est une grande partie de ma vie. Ouais. Pour ne pas dire, c'est juste passionnant de vivre cette compétition. Et on espère que celle-ci sera la bonne pour notre pays où les Léopards peuvent aller jouer le coup à fond, aller jusqu'au bout. Emery Kabongo, en face de vous, les statisticiens, l'homme des chiffres. Je crois qu'il en a beaucoup ce matin. Bonjour. Aujourd'hui, il n'est pas en costume, en mode relax et ça lui va vraiment ce matin. Merci. Bonjour Christian, bonjour à GD. Ouais. Trésor aussi. Trésor Mutombo. Non, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié les noms. Bonjour à tous les amis qui nous suivent depuis leur poste téléviseur. C'est toujours un plaisir de revenir ici pour parler Léopard. Et encore aujourd'hui qu'il y a la crème de la crème, la Coupe d'Afrique des Nations. Et on attend l'entrée en liste de Léopard de la RDC. Les statistiques, oui, on en parlera. Il y en a aussi du côté du Bénin, du Sénégal, du Botswana, mais ça nous intéresse encore plus d'en parler du côté de la RDC. Ça ne sera pas de chiffres que vous n'avez jamais entendus ici, mais ça sera quand même une piqûre de rappel pour nous mettre un peu plus dans les bains de la compétition, mais surtout savoir si la RDC sera favorite ou outsider dans cette compétition. Alors, monsieur, sans plus tarder, vous gardez la main. La première question, est-ce que la 35e édition est l'édition la plus relevée selon vous? Oui, maintenant il faut attendre voir cela dans les faits parce que ça ce n'est que sur papier. Sur papier en tout cas je pense que c'est pour la première fois qu'on ait un peu plus de prétendants au titre que d'habitude. Parce que depuis la Coupe d'Afrique qu'on a vue en Côte d'Ivoire, il y a eu pas mal de changements dans plusieurs sélections. Et les équipes qui reviennent aujourd'hui, je ne dirais pas qu'elles sont toutes favorites parce que pour moi les favoris c'est les Maroc qui jouent à domicile, le Sénégal. Un peu l'Algérie que tout le monde semble mettre de côté, mais moi je n'extrais pas l'Algérie parmi les équipes à suivre dans cette compétition. À part ces équipes-là, les autres viennent également pour chercher les titres parce que les objectifs peuvent différer, mais il y a un peu plus
un peu plus des prétendants au titre que d'habitude. Les groupes sont un peu plus serrés que d'habitude. Il n'y a pas, entre guillemets, des maillons faibles dans chaque groupe. Moi, je pense que ça sera la CAN la plus relevée de l'histoire. Mais ça reste sur papier. Il va falloir attendre pour voir ça sur les terrains. Allez, il faut attendre sur le terrain pour essayer de confirmer si la 35e édition sera la plus relevée ou pas. GD, il y a beaucoup de prétendants au titre cette fois-ci. Vous avez le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la RDC, l'Algérie. Comme Emery le disait tantôt, il ne faut pas l'enterrer. Il y a aussi le Maroc qui organise sa CAN. Ce n'est pas pour la perdre quand même. Il y a également l'Égypte, le grand, en fait, le roi de la compétition, si on va dire comme ça. Voilà, c'est la meilleure CAN, je pense déjà, parce que le niveau technique déjà... On l'a vu lors des éliminatoires, les équipes ont montré un niveau technique à la hauteur vraiment du football africain. C'est vrai que plusieurs nations se sont également renforcées avec des binationaux. On parle que des binationaux souvent en RDC, mais si on regarde un peu partout dans les grandes équipes, il y a beaucoup de binationaux, de joueurs qui ont eu le goût de jouer pour leur pays, le pays de leurs parents carrément. Donc je pense que ce sera une très belle CAN. On a vu la qualité des infrastructures au Maroc, rien à dire. Et voilà, sur le terrain, on va espérer également suivre une compétition à la hauteur. Parce qu'en Côte d'Ivoire, déjà, on avait senti les niveaux. On a vu des équipes comme le Cap-Vert qui a montré de belles choses. Et cette compétition, il y a déjà 9 pays qui sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y en a 9 mondialistes dans cette CAN-là, pour le même 10 avec la RDC. Et ça veut tout dire carrément qu'il y a vraiment le niveau. C'est la compétition peut-être la plus suivie, je dirais comme ça, en ce moment, parce qu'on en parle partout dans le monde, dans le média du monde entier. Même l'euro n'a pas vraiment cette aura. La CAN commence à avoir une dimension vraiment excellente. Des bons augures pour notre continent. Et je pense que vraiment cette saison, cette édition va être la meilleure. Et espérons que ce soit la RDC qui va remporter les titres, je le sens. Allez, la RDC remporter le titre en Afrique du Nord, est facile, les trésors Mutombo? Bon, c'est pas facile, c'est pas non plus facile pour le Maroc de l'emporter. Hein. Il faut pas oublier que le Maroc, c'est depuis 2004 quand même qu'ils n'ont pas été dernier carré d'une CAN. Donc ça fait quand même beaucoup d'années, ça fait plus de une dizaine d'années, une vingtaine d'années qui n'ont pas réussi en fait à franchir le dernier carré et que le meilleur résultat du Maroc à la CAN reste en fait les quarts de finale qu'ils ont atteint en 2021 au Cameroun, en 2021 au Cameroun. Donc c'est en fait ça. Ça veut dire que la CAN, comme a dit GD, c'est une compétition qui n'est pas simple, c'est une compétition qui est très difficile, mais après, on attend voir ce que les équipes vont proposer, même si en termes de qualité intrinsèque, quand même, il y a des sélections qui ont énormément de potentiel, comme le Sénégal, le Maroc, il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Algérie, il y a la RDC évidemment, et aussi, il faut toujours compter sur l'Égypte. Allez, il faut toujours compter... Qui connaît la compétition, et aussi le Cameroun qui peut toujours se prendre. Mais messieurs... Quand on voit une CAN en Afrique du Nord, du coup, les pays du Maghreb sont-ils favoris? Parce qu'ils ont quand même l'habitude, on va dire cet avantage de jouer dans leur zone. L'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, ces pays ont plus de chances déjà de se retrouver au carré d'as. Bon, moi je vois plutôt dans les effectifs parce que on a les Maghrébins qui ont l'habitude de jouer dans un climat assez apaisé. Là, je vous parle vraiment des conditions climatiques parce qu'il y en a beaucoup qui se sont plaints en Côte d'Ivoire de la chaleur, etc. Et moi, je trouvais que c'était des plaintes assez bidons parce que les autres nations subsahariennes ont aussi des joueurs qui évoluent en Europe, nés en Europe, des binationaux, etc., qui évoluent également dans les mêmes climats. Mais pour revenir à la question, parce que je vous ai rappelé ça pour entrer dans les bains, pour revenir et répondre à la question, je pense que le fait que les pays maghrébins soient, entre guillemets, favoris n'est pas forcément lié au fait qu'ils évoluent dans cette zone-là. Ce sont des équipes un peu plus... On ne doit pas, on doit l'avouer, on doit l'admettre. Ce sont les équipes un peu plus structurées que les autres nations. Parce que, si on parle des zones, on voit les Maroc qui se rapprochent un peu de l'Europe. Et même sur les plans organisationnels, ça profite à tout le monde. Ça profite pas que aux Maghrébins, ça profite également aux Congolais, ça profite aux Béninois, aux Nigériens, etc. On a vu Sébastien Desabre se plaindre à chaque fois après certains matchs au Stade des Martyrs, même en cas de victoire, mais lorsque le contenu a été mitigé, se plaindre de l'état du terrain, de la pelouse, etc. Et à chaque fois que la RDC va jouer ailleurs où il y a des pelouses hybrides, on voit la prestation. La preuve, la dernière fois qu'on a joué au Maroc,
les barrages, on a vu au-delà des victoires, au-delà des résultats, on a vu les contenus proposés par la RDC et on va directement comprendre cela. C'est une relation de cause à effet qui est tellement claire et et irréversible. Donc, le fait que les Maghrébins, en bref, soient entre guillemets favoris, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ont l'habitude d'évoluer dans cette zone-là, mais seulement ils sont un peu plus structurés que nous, un peu plus évolués. On devrait prendre exemple du Maroc, l'Algérie, etc. Et nous également, le fait qu'on joue cette Coupe d'Afrique des Nations dans des bonnes conditions au Maroc, ça va aussi nous profiter à nous, parce qu'on a des joueurs qui évoluent en Europe dans des conditions assez similaires. Voilà, il n'y a pas grand-chose à reprocher au Maroc lorsqu'on doit peut-être comparer les conditions mises en place par les Marocains par rapport aux organisateurs de l'Euro ou de la Coupe América. Donc, on a des joueurs qui bénéficieront tous, et lorsque je parle des joueurs, je ne parle pas que de la RDC. Toutes les équipes qui ont des joueurs qui évoluent dans des grands championnats européens seront dans les conditions qu'il faut au Maroc pour performer lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et selon les statistiques, ce sont bien sûr les joueurs des Ligue 1 qui sont nombreux, qui prendront part en masse à cette Coupe d'Afrique des Nations. 51. On va repartir du côté du studio A pour écouter aussi les analyses des Shadrack Nteta Tchomba par rapport à cette question. Shadrack, est-ce que la 35e édition sera l'édition la plus relevée selon vous, quand on sait que beaucoup de pays ne viendront pas en victime expiatoire? Oui, moi je pense également que ce sera l'une des éditions, si on peut dire ainsi. Je crois quand même qu'on a parlé beaucoup de l'Égypte, du Maroc, de la Tunisie, mais on n'en parle pas souvent du Gabon, par exemple, qui a fait une très belle campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde, qui a été battu 4-1 par le Nigeria, mais après prolongation. C'est une équipe qui a une bonne dynamique aussi. On ne parle pas assez de l'Afrique du Sud quand même, parce que l'Afrique du Sud est en Coupe du Monde. Ils reviennent avec le meilleur gardien de la dernière édition, avec certainement l'un des meilleurs milieux de terrain, Tebo Mokoena, de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On ne parle pas non plus assez du tenant en titre, la Côte d'Ivoire, qui a récupéré un garçon comme Alba L'Enfant dans ses buts. Et puis évidemment le grand favori pour moi c'est le Sénégal, parce que je crois qu'en termes de maturité, en termes d'expérience et en termes de vécu, ils ont réussi quand même à se sortir d'une situation très compliquée contre la RDC. Ils ont montré de quoi ils sont capables face à des nations comme l'Angleterre. Même contre le Brésil, ça n'a pas été facile. Moi je pense que s'il y a une équipe qui est capable de gérer la pression de cette Coupe d'Afrique des Nations et complètement assumer les statuts de favoris, c'est le Sénégal pour moi. Je pense que le Maroc, ça fait très longtemps qu'ils ont été au dernier carré. La pression, l'enjeu peut tuer le jeu. Peut-être, on ne sait pas. Moi, je crois que si je dois mettre des favoris, pour moi, ce sera le Sénégal. Et pour la surprise, pour moi, pourrait venir de l'Afrique du Sud, parce que je crois quand même ça fait 5 ans ou 6 ans, ce sont les mêmes joueurs qui jouent ensemble et qui font des très bonnes prestations en interclub de la CAF avec Mamelodi Sundowns. On voit aussi les équipes sud-africaines revenir au niveau des interclubs de la CAF avec Orlando Pirates, avec Kaiser Chiefs. Donc, je crois que pour moi, il y aura l'Afrique du Sud en tant que grosse surprise avec la RDC, et puis le Sénégal, pour moi, c'est vraiment l'archi-favori, parce que je ne vois pas dans quel monde le Sénégal ne peut ne pas être au dernier carré de cette compétition. La surprise peut toujours venir du pays de l'arc-en-ciel. Monsieur, attention, l'Afrique du Sud a joué les demi-finales de la dernière... Ils sont troisième. La dernière CAN, ça veut dire, là, l'appétit venant en mangeant, les Bafana peuvent toujours aussi... créer la surprise. Exactement, ils peuvent créer la surprise. C'est parmi des outsiders à prendre très au sérieux, en tout cas comme la RDC d'ailleurs. Et lors de la dernière CAN, c'était RDC Afrique du Sud lors du match de la petite finale. Ouais. Malheureusement, RDC avait perdu cette petite. Ils sont dans la bonne dynamique. Ils ont continué lors des barrages des éliminateurs de la CAN et des éliminateurs de la Coupe du Monde également. Souvenez-vous, ils ont été sanctionnés par la FIFA. 3 points, ils ont perdu 3 points, mais malgré ça, ils se sont quand même qualifiés pour la Coupe du Monde. Et ça veut dire que c'est une équipe qui s'organise bien, qui a un très bon championnat. La plupart des joueurs d'ailleurs jouent à domicile chez eux. Et donc c'est vraiment une équipe à prendre très très au sérieux. Ils viennent en Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'ils ont passé beaucoup d'années, des disettes également. Ils sont revenus. Et donc c'est un adversaire à prendre très très au sérieux. Donc bref, cette CAN là, finalement on peut dire qu'on peut avoir 10 ou 11 favorites finalement. On doit parler tout le monde. Il y a des équipes qui performent vraiment bien. Tout le monde est à la hauteur. Même le Botswana, vous allez
on sera choqué de voir une équipe du Botswana qui a vraiment beaucoup progressé. J'ai regardé le match contre l'Égypte, leur match, ils ont perdu 3-1 contre l'Algérie, en Algérie, mais c'était une équipe de football qui a joué. C'est vrai qu'il y a des petites erreurs qui ont fait perdre le match, mais c'est une équipe de football qui monte en puissance. Je pense que cette CAN vraiment sera une CAN de qualité, une CAN vraiment à la hauteur du niveau africain, du football africain. Et on va espérer que le meilleur l'emporte, que ce soit vraiment celui qui a mérité. Et puis par là même de l'Afrique du Sud pour compléter ce que j'ai dit en train de dire tout à l'heure, c'est-à-dire en fait ils ont manqué quand même 3 CAN comme ça, 2017, 2019 et non, enfin après ils ont manqué la CAN 2022 au Cameroun. Au Cameroun, ils sont revenus et depuis qu'ils sont revenus, c'est un peu comme la même histoire avec la RDC, c'est-à-dire en fait ils ont manqué la CAN au Cameroun, ils sont revenus en Côte d'Ivoire et ils sont revenus, ils ont atteint les derniers carrés et l'Afrique du Sud aujourd'hui est qualifiée pour la Coupe du Monde dans un groupe où il y avait quand même le Nigeria. Ils ont fini devant le Nigeria et malgré le fait qu'ils ont perdu quand même 3 points par forfait. Voilà, donc c'est une équipe qui vient avec Hugo Bross. Il a conçu quelque chose de cohérent et tout ça. Avec cette équipe-là, ils sont 3e de la dernière CAN. Et cette CAN, encore comme a dit Shadrack, c'est vraiment un élément qui passe un peu inaperçu. On n'en parle pas assez de Bafana Bafana, mais je pense qu'il faut compter sur eux parce que ces retours-là, je pense qu'ils sont prêts, ils sont capables de créer la sensation. Ils ont éliminé le Maroc. Ils ont fait, voilà, ils ont battu le Maroc 2-0 lors de la dernière CAN. Et cette CAN ici, ils viennent avec des arguments encore. Ils ont des arguments à faire valoir. Ils ont une ossature quand même qui est aussi assez dynamique, assez cohérente. Donc il faut vraiment compter sur cette équipe-là. Le Maroc, l'Afrique du Sud et la RDC, c'est vraiment ils sont sur les mêmes trajectoires. C'est des équipes qu'il faut prendre très au sérieux. Ce sont des équipes qu'il faut prendre très au sérieux. Messieurs, ce qui nous amène à parler de la RDC, c'est vrai que la compétition démarre dimanche. Ce sera à 20h avec cette affiche Maroc-Comores, mais on attendra 2 jours, soit le 23, pour voir ces matchs RDC-Bénin. Un match piège pour les Léopards de la RDC. Oui, un match piège et il y a de quoi espérer éviter les pièges. Il faut prendre ces mots pièges au sérieux parce que depuis 2019, la RDC n'a jamais gagné un match d'ouverture. N'a jamais réussi à gagner lors de son entrée en lice en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est une sorte de malédiction qu'on ne peut pas laisser grandir. Voilà, c'est une sorte de malédiction qu'on ne peut pas laisser grandir parce que c'est depuis 2017, si je ne me trompe pas. Non, 2017, les RDC gagnent son depuis 2006, à part l'édition 2017. À part l'édition 2017, voilà. Depuis lors, en 2006, la RDC a réussi son entrée. La dernière fois. Oui, j'ai dit la dernière fois que la RDC a réussi à gagner un match lors de son entrée en lice. Ce n'est plus arrivé ces dernières années parce que la fois passée, même en Côte d'Ivoire, on n'a pas gagné face à la Zambie. On a fait un match nul. On a fait encore un match nul. En 2015 contre les Cap-Verts. Contre les Cap-Verts lors de l'entrée en lice. On fait toujours des matchs nuls. Mais là, à chaque fois qu'on faisait ces matchs nuls, c'était face à des adversaires qu'on voyait un peu plus abordables que les Bénins aujourd'hui. Parce que la RDC et les Bénins, ces dernières années, ne se sont croisés qu'à 2 reprises. Et c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. C'était en 2021. La RDC avait battu les Bénins 2-0 lors d'un match. Et puis, il y avait un match nul, un but partout face aux Bénins. Donc, c'est une équipe qu'on a déjà réussi à battre, mais qu'on ne sait pas encore gérer en quelque sorte, parce qu'on ne s'est pas croisé à plusieurs reprises. Vous voyez un peu ce que je vais dire. Et aujourd'hui, on fait face à une équipe béninoise qui ne fait que progresser. C'est vrai, détrompez-vous, les statistiques du Bénin lors de son parcours des éliminatoires ne sont pas si grandes que ça. Ouais. Sur les 6 matchs, ils ont gagné 2 matchs, ils ont fait 2 matchs nuls et ils ont perdu 2 matchs. Ils ont marqué autant de buts qu'ils en ont encaissé. 6 buts marqués, 6 buts encaissés, goal average 0. Et ils se qualifient avec 8 points, autant que les deuxièmes de leur groupe. Autant que les premiers de leur groupe. C'était derrière les Nigeria. Voilà, c'était derrière les Nigeria. Autant que les premiers de leur groupe. Ils se sont qualifiés en tant que deuxième du groupe. Vous voyez un peu. Donc, c'est une équipe qui a dû cravacher lors de son parcours avant de se qualifier et qui aura le même état d'esprit de continuer à travailler et qui prendra chaque minute de la rencontre face à la RDC au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, les Bénins, je dirais en quelque sorte, a la chance de jouer face à une équipe congolaise que tout le monde veut battre. Parce que l'évolution de la RDC, ces derniers mois, ces 2 dernières années, ne pouvait pas passer inaperçue. Et toutes les équipes qui affrontent la RDC aujourd'hui, surtout après
le contenu qu'on a vu face au Nigeria, le Nigeria qui est l'une des meilleures équipes en Afrique, mais qu'on a dominé dans les jeux, qu'on aurait dû regretter n'est pas gagné à la fin si la séance de tir au but tournait mal pour nous, mais cela n'aurait jamais effacé ce qu'on a montré dans les jeux. Tout le monde veut se mesurer à la RDC et aujourd'hui le Bénin a cette chance-là. Méfions-nous du Bénin et du Botswana également. Les Botswana, non, mais le Bénin, même pour en dire plus, aux éliminatoires de la Coupe du Monde, le Bénin a failli se qualifier. Voilà. Je me suis focalisé uniquement sur le parcours. Pour la Coupe d'Afrique, quand on parle de la Coupe d'Afrique, je me suis focalisé uniquement sur ça. Parce que dans ces groupes de l'RDC, les favoris, pour moi, c'est le Sénégal. Donc, ça sera les matchs les plus difficiles, le Sénégal. Ça reste les favoris, non seulement pour notre groupe, parce que c'est déjà les grands favoris pour toute la compétition, les Sénégal. On a les Sénégal dans les groupes. Il ne faut pas non plus se dire que on va forcément battre les Bénin et les Botswana. On souhaite battre les Bénin et les Botswana, mais il faut bien préparer toutes ces rencontres-là, autant qu'on va bien préparer les matchs face au Sénégal. Alors, on est déjà prêt pour la bataille et maintenant, les yeux de tout le monde seront, ces yeux-là, arrivés sur les Léopards, parce qu'à l'époque, on est venu comme outsider, mais maintenant, on se dit, attention, ce sont les Léopards et surtout les derniers matchs de barrages continentaux que nous avons joués. Non, c'est pas que surtout cette équipe-là a battu le Cameroun et le Nigeria. C'est les deux équipes africaines qui ont le plus de participations à la Coupe du Monde. Ouais. Et qu'ils ont démontré du caractère et surtout du contenu en dominant surtout le Nigeria. Donc aujourd'hui, les RDC, il faut pas se le voiler. C'est une équipe qui est attendue. Ouais. Après, il faut, face au Bénin, il ne faut pas se planter. Parce qu'à un moment donné, c'est pour ça que j'apprécie un peu, il n'y a pas trop de folklore autour de cette équipe-là. Les joueurs, on est concentrés, il faut rester concentré. Il ne faut pas avoir plein la tête. Et puis non, il faut rester sobre, lucide, humble, concentré pour aborder cette cadre. Parce que si on se plante face au Bénin, ça risque d'être compliqué pour la suite. D'où il faut endosser les costumes des favoris face au Guépard du Bénin. Bah oui, clairement, l'RDC contre le Bénin, l'RDC est favori. Si on n'arrive pas à être favori contre le Bénin, on doit carrément laisser tomber. Mais cette année, je pense que c'est l'année où la RDC a brisé de malédiction. Ouais. Parce qu'on se souvient contre le Cameroun, on n'avait jamais battu le Cameroun depuis 98. La RDC a battu le Cameroun. S'était jamais imposé devant les Nigériens dans un match officiel. Ça fait très longtemps, la RDC est arrivée à s'imposer, même si on tire au but. On n'avait pas battu même la Zambie. On n'avait pas battu la Zambie la dernière fois, c'était en 89. Même la Zambie, vous imaginez, on a battu la Zambie. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est sur une bonne dynamique depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde en parle, tout le média du monde entier sont un peu bloqués sur la RDC. C'est que Sébastien Desabre tentait de faire, c'est vraiment remarquable. Après, il faudrait confirmer contre une équipe du Bénin qui sera privée de ses 5 joueurs. Pour le match d'ouverture, pour le premier match. Voilà, pour le premier match, il y a Mohamed Nadji qui ne sera pas là, il y a Marcel Dandidjou qui ne sera pas là, Andrés Outonji ne sera pas là, Junior Olaïtan ne sera pas là, même Steve Mounier, les capitaines ne sera pas, ils sont suspendus pour cumuler le carton. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui sera diminuée. Et ça peut être trompeur puisqu'on va voir que c'est une équipe qui sera diminuée et tout, on va négliger le match, mais cette équipe de la RDC là a déjà beaucoup appris. J'ai senti ça contre la Zambie, même l'adversaire était faible, mais on l'a quand même dominé, ce qui est bien. Avant, on n'arrivait pas à gagner des matchs vite simples, mais aujourd'hui, on est capable de gagner ces genres de matchs-là. Et c'est là où la RDC a vraiment fait beaucoup de progrès. L'effectif congolais, je pense que tous les joueurs qui sont là méritent d'être titulaires. Il n'y a aucun joueur donc tout le monde mérite d'être titulaire. Ce qui est encore la force de la RDC, puisque même les joueurs qui sont habitués à jouer comme titulaire et d'autres qui sont remplaçants, tout le monde est capable de jouer. Ça, c'est de bon augure. Moi, je pense que contre le Bénin, c'est vrai que c'est un match piège, mais attention, je pense pas que ce sera compliqué. Ce sera un match facile. En tout cas, oui, je pense. En tout cas, je vois la copie du match du Bénin. La copie du match du Bénin, en tout cas, je peux me tromper carrément, je peux me planter, mais je vois que la copie du match du Bénin, c'est le match face à la Zambie. C'est vraiment le même style d'adversaire, sauf que la Zambie, c'est un peu plus beaucoup de qualité. La Zambie a beaucoup de qualités, des qualités intrinsèques comme Patson Daka, Folchan Sakala et tout ça. C'est vraiment des joueurs très talentueux qui vont très vite. Et puis, c'est le football, le style un peu anglais et tout ça, on va vite, on a la combativité et tout. Après, moi, je pense que la copie du match RDC-Bénin, je vis ça RDC-Zambie. Quand on voit le Bénin, évidemment, oui, c'est une équipe entraînée par Gernot Or, qui connaît bien le football africain, mais je vois quand même que le RDC est un cran dessus et je ne vois pas cette équipe du Bénin
je ne vois pas l'équipe du Bénin embêter le RDC, en tout cas, au moins que le Congolais eux-mêmes se plantent, mais je vois plutôt le RDC passer sans problème face au Bénin. Messieurs, avant qu'on vous prenne pour les palettes que vous avez préparées pour nous, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport au Bénin jusqu'ici? C'est vrai, on a parlé de ce match-là, la RDC qui est favorite. C'est aussi votre point de vue, Shadrack? Oui, mais sur le papier, la RDC est favori, ça c'est vrai. Après, il faut se rappeler de la rencontre contre la Zambie. La RDC devait gagner ce match. Il nous a manqué l'expérience. Et le vice, ça a été incarné par l'ouverture du score de la Zambie. Un ballon que Lionel Passi devait conserver avec lui, il sort, il rentre. Et après, il y a un lob. Donc, cette action-là avait illustré un peu cette manque de maturité de la part d'un garçon qui jouait sa première Coupe d'Afrique des Nations, etc. Aujourd'hui, on se retrouve un peu là, dans la même configuration avec quelques nouveaux joueurs, mais avec beaucoup plus d'expérience, le vécu. Moi, je pense que ces barrages de la Coupe du Monde nous a fait beaucoup du bien avant la Coupe d'Afrique des Nations parce que ça nous a directement mis dans la compétition de jouer des rencontres à haut enjeu et à nous assumer aussi en tant qu'une grande nation du football parce que j'ai vu le Congolais jouer sans complexe contre le Cameroun, démontrer un football exceptionnel contre le Nigeria et je pense que nous sommes dans cette dynamique-là. La maturité s'est fait vraiment sentir lors de la rencontre amicale, certes, contre la Zambie. Et je pense que si la RDC continue comme ça peut le faire. Après et derrière, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est souvent des matchs qui se jouent sur les détails. C'est souvent des rencontres qui se jouent sur des automatismes, sur une ou deux actions. Donc, je pense que si la RDC réussit à gérer les détails dans cette rencontre contre le Bénin, avec la qualité de joueurs que nous avons, je pense que les Congolais peuvent s'imposer, peut-être pas facilement, parce que l'essentiel serait de gagner, peut-être pas aussi avec la manière. Donc je crois que s'il faut rester dans l'option résultat, la RDC aujourd'hui a beaucoup de qualités pour battre cette équipe du Bénin qui va jouer contre les Léopards en étant diminué. Vous avez cité tout à l'heure qu'il y a presque 5 joueurs qui manquent. Donc, qui ne vont pas jouer ce premier match-là pour cumul des cartons. Dont Steve Mounier. Ouais, dans Steve Mounier. Exactement. Allez, je rappelle que vous êtes toujours accompagné de votre magnifique public, ce public-là qui vous accompagne un tout petit peu, Shadrack. Et voilà, on va revenir vers vous pour prendre les palettes, puisque vous avez préparé quand même pour nous, on va dire, des palettes intéressantes pour voir les forces et les faiblesses de cette équipe béninoise. Mais Emery, aujourd'hui, on regarde l'ossature de la RDC. C'est vrai que Gaël Kakuta est venu en renfort. Stroy 15 ne sera pas là. On a voulu le voir à la CAN, peut-être les profils, peut-être qui manquaient à Sébastien pour faire bouger les lignes. Il va voilà, c'est dommage parce qu'il y a cette blessure et tout qui arrive au plus mauvais moment possible. Mais bon, après, ça reste des négatifs et moi, je préfère qu'on reste positif parce que les choix de Kakuta pour remplacer Stroikens, moi, je le pense vraiment que c'est le choix idéal. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde parle des jeunes et tout, mais moi, je pense que ces jeunes-là auront l'air temps. Kakuta qui revient, avant de parler de son retour en sélection, en club, qui revient un peu plus en forme, ce n'est pas sa forme habituelle avec laquelle on les connaît, mais quand même lorsqu'on parle de son profil, pour justifier les remplacements de Stroikens par Kakuta, lorsqu'on voit les profils, lorsqu'on voit les postes, passer du poste pour poste, lorsqu'on voit les qualités, mais surtout les chiffres, les statistiques, les performances actuelles. Kakuta Sakarya Sport cette saison, c'est 17 matchs où il n'a pas été tout le temps titulaire, mais c'est 8 buts et 4 passes décisives. Vous voyez un peu. Donc au-delà du fait que c'est un profil similaire à Stroikens qui peut débloquer des situations à travers ses passes, etc. sur les terrains, c'est aussi un profil aujourd'hui qui a une plus-value côté statistique. Parce qu'au-delà d'apporter son jeu, au-delà d'organiser les jeux au milieu, il peut contribuer également statistiquement dans cette équipe. Mais seulement, je l'ai dit, je pense que Stroikens, même s'il n'était pas blessé, je ne le voyais pas être titulaire dans cette équipe lors de la CAN. Je ne pense pas que Stroikens aurait bénéficié d'un grand temps de jeu pour nous montrer un peu ses qualités parce que, visiblement, vraisemblablement, c'est les profils qui manquaient à Sébastien Desabre. De la même façon que je pense que Kakuta, nonobstant le fait qu'il soit de retour, voilà, ce ne serait pas une surprise qu'on ne les voit pas titulaires d'entrée des jeux. Voilà, moi je pense qu'on est dans une dynamique très bonne, mais liée à certains profils. Et ces profils sont liés à un projet clair qu'on voit depuis un moment chez Sébastien Desabre.
On a beau critiquer Moutoussamy aujourd'hui, on a beau critiquer les autres qui sont là aujourd'hui parce que certaines personnes ne sont pas toujours satisfaites de certaines prestations. Mais moi, je pense aujourd'hui que dans cette dynamique-là, il n'y aura pas de grands changements en termes de profils et des joueurs sur les terrains. Donc, certes, Kakuta revient. Il ne revient pas pour faire simple figuration. Il va bénéficier de quelques minutes. Mais au même titre qu'Estro 15, je ne pense pas qu'il sera tout de suite titulaire sur le terrain. Mais après, on doit s'attendre à tout. Sébastien Desabre est souvent imprévisible. Et Kakuta, c'est un joueur d'expérience qui connaît très bien ses groupes, qui combine bien avec Bakambo, etc. On peut s'attendre à tout. Mais bon, pour répondre à la question, on est déçu de la blessure d'Estro 15. Les jeunes qui choisissent les RDC en étant encore jeunes, alors que c'est l'espoir du football belge. Il se blesse avant la Coupe d'Afrique des Nations, mais on peut rester positif en étant content du retour de Kakuta. Et Kakuta, il sera revanchard. C'était sa première CAN en Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu jouer tous les matchs parce qu'il s'est blessé. Et puis, il a démontré un niveau. Il a suivi le reste de la compétition depuis les tribunes. Ouais. Voilà, il était dans les tribunes, il a suivi le reste de la compétition. Il est revenu en demi-finale face à la Côte d'Ivoire. Ouais, mais il était très diminué. Le niveau était... Voilà. Mais quand on voit le niveau de Kakuta face à la Zambie et au Maroc, franchement, c'est un niveau où vous dites, mais waouh, voilà. Il est d'un niveau. Mais après, comme a dit Emery, mais aujourd'hui, moi, c'est que moi, je suis obligé de noter sur le retour de Kakuta d'abord. C'est quelqu'un qui vit déjà dans les groupes, il connaît les groupes, déjà un élément. Et puis un autre élément, c'est que Kakuta, quand il arrive là, il est cadre. Hein. Il est cadre du groupe. Mais après, c'est les cadres qui... Mais plus d'une année d'absence, il reste beaucoup de choses se sont passées. Mais il reste quand même un cadre de cette équipe-là, bien qu'il va avoir un autre statut, évidemment, pour conseiller des jeunes Sadiki, Moukaou et tout. Il peut être là aussi pour aider dans ce sens-là, encadrer aussi ces jeunes gens qui montent, et puis nous offrir son talent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Kakuta, ça reste quand même un joueur de très grand talent. Kakuta revient, on va dire, une année plus tard. Est-ce qu'il aura la même énergie qu'il nous a montré en Côte d'Ivoire, ou bien c'est un Kakuta new look? Bon, le match, c'est sûr, ne se ressemble pas, les compétitions, c'est sûr, ne se ressemblent pas, c'est certain. Mais Kakuta, tout le monde connaît la qualité de ces joueurs, un joueur très technique qui apporte beaucoup. C'est vrai qu'il n'a plus ses jambes de 20-25 ans, c'est un vieux aujourd'hui, parce que lui et Bakambo sont les plus âgés de cette sélection. 34 ans, mais quand même, lorsque Kakuta, on a un bon Kakuta en forme, il est toujours important. On l'a vu lors de la dernière CAN, je pense que les confrères venaient de le souligner. Il a été stratosphérique. Il a vraiment aidé la RDC à avoir le contrôle du match, de l'animation dans tout le match. Malheureusement, on n'avait pas gagné ce match de la phase de groupe, mais il a été très important. Actuellement, les statistiques en club sont meilleures. Il est à 8 buts et 3 passes décisives. Un joueur de 34 ans qui marque 8 buts en championnat, mais il est offensif en plus, donc ça veut dire qu'il est en forme. Moi, j'avais déjà souhaité qu'il soit là dès le départ, mais finalement, il n'a pas été appelé. Et là, il est là, donc je pense que ce soit 3 et 15, que ce soit Kakuta, ça revient au même. Pourquoi? Je me suis dit parce que, comme Emery venait de le dire, 3 et 15 n'allait pas être titulaire, il allait jouer debout de match, certainement, pour apprendre. C'est un jeune qui vient d'arriver en sélection. C'est la même chose qui va se passer avec Kakuta. Il ne va pas jouer tout le match, il va jouer debout le match, certainement, vu l'âge, vu l'équipe qui est mise en place par Desabre depuis un an d'absence de Kakuta. Je pense qu'il va jouer juste le bout de match, quelques matchs. Le match d'intensité contre le Sénégal, par exemple, je ne le vois vraiment pas jouer. Peut-être qu'il pourra rentrer s'il y a quelque chose à mettre en place pour changer le rythme du match. Mais dans l'ensemble, le retour de Kakuta, je le reçois bien parce que c'est un joueur qui est là depuis 2017. C'est un cadre, il est en forme en plus. Donc, par contre, Dylan Bantoubissika, je n'avais pas compris ce choix-là. Et même, franchement, ça ne tient pas, c'est aucune logique. Dimitri Berthaud, bon, après, ça fait riche. Oui, allez-y. Après, ça s'explique du fait que le coach, chaque entraîneur a toujours son vivier, il puise dedans avec des joueurs qu'il a déjà sélectionnés pour petit à petit renforcer le groupe. Ça n'explique pas le fait qu'il ne soit pas en forme pour qu'il soit forcément à la CAN, ça n'explique pas. Mais sur le plan cohésion, le groupe, pour garder la bonne dynamique avec le même joueur qu'on connaît depuis trop longtemps, ça peut se justifier, même si la méritocratie devrait primer. Mais après, je ne pense pas que Dylan ou Berthaud seraient considérés comme des titulaires. Non, ils vont juste être là en cas de renfort. Mais voilà, après, moi, je suis certain que cette sélection va faire quelque chose lors de cette CAN. Et pourquoi pas viser. En tout cas, pour moi, arriver en quart de finale, s'arrêter en quart de finale serait considéré comme un échec.
parce que la dernière édition, on a fait les demi-finales, les demi-finales, la petite finale. Il faut faire la finale. Il faut faire mieux cette fois-ci, la finale à la limite. Ça veut dire faire mieux et la finale. Bah, après, moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que pour moi, qu'on arrive au dernier carré, voilà, c'est déjà quelque chose de très fondamental. C'est-à-dire si on enchaîne une deuxième qualification au dernier carré, ce sera quelque chose de très important. Si j'ai toujours voulu gagner la CAN, c'est très bien. Mais j'ai toujours estimé, de mon point de vue, que avoir cette régularité au dernier carré d'une CAN, c'est très important. Ça veut dire, si on gagne cette régularité, pour moi, le meilleur objectif, l'objectif serait d'arriver d'abord au dernier carré. Quand on arrive au dernier carré, voilà, on va voir ce qui va se passer. Mais l'objectif, c'est d'abord arriver au dernier carré. Et il ne faut pas oublier que la CAN, comme vous l'avez dit, le niveau, il est très élevé cette fois-ci. Les niveaux ne cessent de s'accroître. Et voilà, quoi. Donc, moi, je pense que l'objectif, de mon point de vue, déjà, c'est de ne pas atteindre le dernier carré. Ce serait nécessaire. Et puis, on verra comment on va négocier ça, en tout cas. C'est ça. Shadrach, apparemment, les choix de Sébastien, en rappelant Dylan Bantubinsika, Dimitri Berthaud, on peut se dire il a été l'un des artisans majeurs de la qualification de la RDC à cette CAN, mais apparemment vous n'êtes pas d'accord sur certains choix de Sébastien Desabre. Bon, je pense que c'est une sélection. Ce qui est important, c'est maintenir la cohésion, c'est aller avec ces soldats, ces hommes à tout faire, des joueurs qui peuvent mourir pour vous sur le terrain, parce qu'il faut rappeler le rôle de l'entraîneur, c'est avoir des gens qui vont mettre en pratique exactement ce que lui veut. Et donc, ce n'est pas facile d'avoir des joueurs qui sont toujours capables de le faire. Aujourd'hui, il a réussi à construire un groupe avec des joueurs qui sont capables de mourir pour lui, des joueurs qui le suivent, qui l'écoutent, des joueurs à la limite qui les vénèrent. Donc, il ne va pas casser cette dynamique-là en sélectionnant des nouvelles joueurs ou des nouvelles têtes qui vont venir pour peut-être casser l'ambiance et tout ça. En plus de ça, il a un objectif clair. Il sait qu'il a mis la barre tellement haute, donc pas tellement haute. Donc, c'est important aujourd'hui d'avoir ces soldats à lui. Il a construit son armée, faisons-lui confiance et on n'a pas le choix. Et ce qui est aussi important, ces joueurs-là arrivent comme des réservistes, entre guillemets, pas comme pour prétendre à une place de titulaire. Peut-être Gaël Kakuta, qui, si la rencontre semble compliquée, il faudrait peut-être mettre un joueur créatif au milieu de terrain. On pourrait faire toujours appel à lui. Mais je vois bien faire son 4-3-3 avec ses trois milieux de terrain récupérateurs, box-to-box, et compter sur la vitesse de ses ailiers et la qualité sur coup de pied arrêté de Chancel Mbemba ou encore de ce joueur de tête. Donc je pense que la RDC, on connaît comment ça joue et on n'a pas besoin, il n'avait pas besoin en tout cas de casser la dynamique et l'ambiance de son équipe. Et ça s'explique même sur leur arrivée au Maroc, c'est fait calmement, sobrement, pas d'interview, pas beaucoup de trompettes. Donc je pense qu'il a vraiment gardé son équipe dans la concentration et je pense que ce n'est pas important pour nous de spéculer sur ce choix. Comme avait dit l'ancien ministre des Sports, Kablo Mouala Kablo, il faut le juger sur les résultats et non sur ce choix. Merci beaucoup, Shadrach. Alors, on vous garde encore, puisque vous allez nous parler de Palette, vous allez essayer de nous expliquer les forces et faiblesses des guépards du Bénin. Moi, je rappelle quand même à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment de partout à travers le monde. À Katakokombe, ils sont nombreux. À Kisangani, mais également à Guémena, dans la province du Sud-Ubangui, ils suivent cette émission. Et oui, la CAN démarre dans pratiquement 24 heures. Et ce sera bien sûr au Maroc avec cette affiche Maroc-Comores. Ce sera dans la ville de Rabat. Je rappelle que la RDC est logée dans le groupe D aux côtés du Bénin, du Sénégal, mais également du Botswana. Alors là, nous avons déjà les premières images de la capitale marocaine. C'est bien sûr dans la ville de Rabat, où on va dire Rabat le Maroc qui va accueillir l'Afrique ou qui accueille déjà l'Afrique, et les linteaux de cette 35e édition seront tirés ce dimanche. Shadrach, je reviens à vous bien évidemment pour qu'on décrypte un peu ces groupes D, ces groupes du Bénin, ces groupes D, ces groupes de la RDC. Le premier match, c'est déjà pour ce mardi, c'est-à-dire le mardi 23 décembre. La RDC va affronter le Bénin. On va dire un match piège. Mais messieurs, vous êtes allés au-delà de l'actualité pour nous présenter les forces et les faiblesses de Guépard du Bénin. Ça donne quoi, vos palettes?
Ouais, ben, le force et les faiblesses du Bénin, je pense qu'il faudrait plutôt parler de... Tu sais que quand on discute avec toi, on parle toujours de la notion de l'équilibre dans le football. Et quand on essaie de faire l'équilibre entre l'attaque et la défense du Bénin, on se rend quand même compte qu'il y a lieu de parler de leur défense plutôt que de leur attaque, parce que rien que sur les 2 dernières rencontres de cette équipe, la dernière contre le Niger, c'était 4-0, et puis la dernière amicale contre le Burkina Faso, c'était 3-0. Donc on va essayer un peu de voir si je peux me lever. Shadrach, vous avez ce public avec vous, il va vous accompagner de temps en temps et essayer de nous expliquer ce que vous en savez de l'équipe béninoise. Voilà, donc on va voir un peu sur la palette l'animation défensive de cette équipe béninoise. Nous sommes à la 24e minute. Ça, c'est la dernière rencontre amicale contre le Burkina Faso. On voit bien un bloc média, bien en place, mais rien que par la circulation de ballon de l'équipe béninoise, on va voir l'équipe s'est disloquée, le bloc équipe s'est disloqué sans qu'il y ait vraiment une passe tranchante ou encore un débordement. Juste le joueur du Burkina Faso, on peut aller juste le joueur du Burkina Faso qui font tourner les ballons et on comprend pas pourquoi ça s'agite derrière. Il y a un premier joueur qui va sortir, le deuxième qui va sortir et ce joueur-là, il a compris qu'ils sont en train de mal défendre. Il va faire signe à son équipe, on doit monter parce que lui, c'est Edmo Tapsoba, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. C'est un peu comme leur Chancel Mbemba. Donc, si on peut continuer, on va voir qu'il va faire signe de la même. Il faut bouger, il faut aller les attaquer. L'équipe ne suit pas. Derrière, il y a un problème de communication. La passe arrive dans le dos de la défense et ensuite l'attaquant du Burkina Faso va conclure. Ils vont encaisser le même but 2 fois d'affilée. Si on peut laisser l'action aller jusqu'au bout, ils vont encaisser le même but deux fois d'affilée. Là, à la 24e minute, ça donne 1-0. Donc, derrière la défense, avec de la vitesse et de la précision, vraiment cette équipe béninoise, permettez-moi l'expression, c'est une catastrophe. Là, on a vu le joueur du Burkina Faso qui est en bas ici. L'action se déroule de l'autre côté. Dans cette configuration, il n'y a rien à reprocher à la défense, au bloc défensif du Bénin. Mais comme la précédente action, le pressing n'est pas coordonné. On voit beaucoup d'écart entre le joueur burkinabé qui a le ballon et le joueur du Bénin qui sort pour aller au pressing. Et comme c'est très mal coordonné, on voit déjà que là, on est à la 45e minute. Vous avez 4 joueurs du Bénin. Vous comptez avec moi. Il y a 4 joueurs du Bénin, ce qui veut dire qu'il reste 6 joueurs derrière il y a 4 joueurs du Bénin, il reste 6 joueurs derrière du Bénin. Et là, le Burkina Faso va continuer à faire tourner les ballons. Pour moi, il n'y a pas lieu de sortir parce qu'ils sont dans leur camp. Il n'y a pas de danger. La défense béninoise n'est pas en danger. Pourquoi ces 4 joueurs sortent? Justement parce que la coordination défensive n'est pas bien faite. Si on peut continuer avec la vidéo, et comme la coordination est mal faite, on voit encore notre joueur qui sort là. Et regardez, on a 5 joueurs du Bénin contre 2 joueurs du Burkina Faso. Et on a même les espaces ici, les interlignes, où le joueur a la facilité de trouver la passe. Et une fois que la passe est trouvée, le joueur qu'on avait montré au début de l'action, qui était seul, qui n'a jamais été pris au marquage, va se retrouver. Donc, si on peut laisser la palette continuer, donc on va se retrouver tout seul et marquer ses buts. Voilà, la passe qui casse tout. L'autre joueur qui sort, il sort très mal encore. Donc, au lieu qu'il soit accompagné, il n'est pas accompagné. C'est toujours un déséquilibre tactico, technique et un manque de coordination défensive de cette équipe du Bénin qui fait en sorte que le Burkina Faso réussit à trouver des espaces en jouant un peu comme l'RDC, beaucoup de passes et ensuite le décalage est trouvé. Et c'est comme ça que le Burkina Faso va marquer le deuxième but. C'est une rencontre que le Bénin va perdre sur le score de 3-0, mais avec des lacunes assez amateurs, permettez-moi l'expression, parce que à ce niveau de la compétition, on ne peut pas avoir des erreurs défensives comme ça. Ici encore, 2e minute de jeu, vous vous rappelez, contre le Nigeria. C'était au Nigeria, la rencontre qui devait permettre au Bénin, en cas de victoire, d'aller à la Coupe du Monde. Mais malheureusement, le Bénin va exploser de la même façon. Récupération haute du Nigeria, Osimhen qui demande en profondeur. La défense est mal coordonnée. Et ensuite, on connaît qu'il y a de la qualité avec des garçons comme Osimhen. Nous, on a notre Osimhen, à nous, c'est Bakambu. Donc, dans la même configuration, je pense que Bakambu peut faire la différence. Ça, c'est le premier but. Et donc, le deuxième but, ça sera également de la même façon. Toujours derrière le dos. Toujours derrière le dos. Cette fois-ci, ça sera sur un centre. En règle générale, on doit être bien posé sur un centre. Mais là,
On voit donc Osimhen qui avait le ballon, la défense est mal synchronisée. Comme d'habitude, lui, il est seul, il manque personne. Osimhen, c'est un joueur très intelligent qui reste toujours au contact de la défense et qui réussit à faire son appel au bon moment. Donc, on va passer au deuxième but du Nigeria. Là encore, remise en touche, action classique. En règle générale, ils doivent être bien placés. Mais on voit les gardiens qui signalent qu'il faut marquer Osimhen parce qu'on sait qu'il est bon de la tête. Mais malheureusement, comme le joueur qu'on a vu précédemment, l'attaquant qui signalait à son équipe de monter, il y a un problème très sérieux de communication, de coordination. Si on peut laisser la palette, le centre qui vient et puis Osimhen, on connaît bien sûr sa qualité de tête, il marque. Donc je pense que si ça réussit à bien communiquer, ça peut être une équipe très compacte, mais malheureusement, il y a toujours ces petits soucis-là. Vraiment, des fois quand je regarde ça, ça me fait de la peine parce que je me dis ça fait toujours mal si un joueur te demande de faire le marquage et que tu ne le fais pas. Ici encore, ce coup de pied arrêté, Osimhen est pris au marquage dès le début, mais malheureusement, il n'est pas assez déséquilibré pour ne pas réussir à mettre ce ballon à la tête. Et l'action qui illustre vraiment bien le manque de concentration de cette défense du Bénin, c'est cette dernière action où ils vont encaisser le quatrième but. Vous allez voir que le ballon part de la défense, il y a un dégagement, ça c'est un jeu classique à l'africaine. Le ballon revient sur le côté, on voit tout le bloc équipe du Bénin qui est de l'autre côté, mais il y a ces deux joueurs-là, voilà les blocs équipe. Et il y a ce joueur-là qui est tout seul depuis le début de l'action et qui va donc réussir à conclure. Donc je pense que la RDC a des arguments pour faire mal à cette équipe du Bénin, rien que par les failles que nous avons réussi à montrer dans cette palette. Donc il y a un problème de vitesse, il y a un problème de communication avec la qualité de joueurs qu'on a. Si on est un peu patient en termes de possession, il y a de quoi déséquilibrer cette équipe et réussir à faire la différence. Merci beaucoup, monsieur Shadrack Nteta Tchomba, le docteur foot. Merci beaucoup pour toutes ces analyses tactiques. On a quand même vu, qu'on parle un peu de la cohésion défensive, mais... Non, après Shadrack, moi j'ai même dit ça. J'ai même souligné ça. J'ai dit que je vois les matchs Bénin-RDC un peu comme Zambie-RDC, sauf que la Zambie a un peu plus de répondants, c'est un peu plus sérieux et structuré, sauf que les Bénin derrière, voilà. C'est une équipe évidemment qui a beaucoup d'envie, mais comme a dit Cédric, Shadrack, merci. Ouais. Je vois qu'il ne va pas m'en vouloir. Non, même pas. Alors, comme a dit Shadrack, je pense que la RDC gagnera si elle se montre patiente comme elle s'est montrée face à la Zambie. C'est-à-dire face à la Zambie, la RDC s'est montrée patiente en fait. Ouais. Et il a aussi profité des erreurs, notamment du gardien et des coups de pied arrêtés. Donc ces matchs qui se gagnent comme ça, il ne faut pas aussitôt entrer dans le pied du Bénin, mais surtout rester calme, tempéré et surtout mesuré dans ses actions, sachant que cette équipe-là va faire des erreurs, on va profiter de ces détails-là pour marquer. Donc c'est comme ça qu'il va se jouer ces matchs-là. Et c'est un peu comme ce que le Sénégal a fait face à la RDC. Ils sont menés des 0, mais ils sont restés calmes. Ils savaient que là, on va profiter des erreurs du Congolais, et puis on va marquer, on va revenir. Donc c'est en fait ça. J'ai des luttes coupables. Ce match-là, on joue notre football et on s'en fout un peu des faiblesses de l'adversaire. On vient jouer notre football calmement avec toutes les qualités que nous avons. Non, on ne peut pas s'en foutre de la faiblesse de l'adversaire. Il faut se servir justement des faiblesses de l'adversaire pour faire un match facile. J'ai vu des explications de Shadrack qui sont très pertinentes. Ouais. Je pense que cette équipe du Bénin a beaucoup de qualités aussi, mais qui n'est pas coordonnée comme de grandes équipes. Ils ont encore beaucoup de failles, ils ont encore beaucoup de choses à travailler. D'ailleurs, le sélectionneur Guernator a reconnu que voilà, il y a encore un travail à faire. Et donc, il y a quand même aussi le mélange entre la jeune génération qui arrive et l'ancienne génération, notamment Steve Mounier et les autres. Mais je pense que face à la RDC, ils ne vont vraiment pas faire le poids. Après le match, il y a beaucoup de réalités sur le terrain. Sur un coup de pied arrêté, ça peut tout changer. Il faudrait rester vigilant. Mais la RDC a une équipe capable vraiment de surclasser le Bénin sans problème. Mais après, il y a aussi l'enjeu de la compétition qui prime. Il y a la pression du public qui est là. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte pour un match de football, surtout le premier match de la CAN. C'est toujours un match avec beaucoup de réalités, des saveurs un peu particulières. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que la RDC est beaucoup plus fort. Si je veux mettre en termes de pourcentage, je vais donner 70%, voire 75% pour la RDC et 25% seulement pour le Bénin. Pour le Bénin qui, pour moi, en tout cas,
ne fera pas le poids contre une équipe de la RDC qui monte en puissance, qui de plus en plus, malheureusement, les attaquants, ça fait quelques moments que les attaquants ne marquent pas directement, mais on est capable de marquer. Les défenseurs ont marqué contre la Zambie, les deux défenseurs ont marqué contre la Zambie. Face à... Meshak, certes, Meshak a marqué contre le Nigeria, mais avant Meshak qui a changé, même encore un défenseur qui a marqué. Donc les attaquants doivent profiter de ce genre de match, justement. Ouais. Le match où l'adversaire n'est pas structuré derrière pour faire des appels en profondeur, pour se combiner. Je regrette un peu l'absence de Wissa, parce qu'il y a dans un match comme ça, vous avez un Wissa en attaque comme ça, et il va beaucoup travailler, il va beaucoup laisser les espaces. C'est un peu la configuration RDC Soudan du Sud. Vous avez une équipe qui n'a pas vraiment de qualité derrière. Et dans ce genre de match où les attaquants doivent marquer, doivent confirmer, se mettre en confiance. Et moi, je pense que le match contre le Bénin, ça va être un match assez calme pour la RDC. Et selon les statistiques, le Bénin n'a jamais gagné un match en phase finale de la CAN. Monsieur, venir jouer face à la RDC, on dit on y est. Allez, on fait le premier match, on cherche notre première victoire, mais quitte à nous aussi d'être sérieux. S'il faut revenir sur le match contre la Zambie, 2 défenseurs ont marqué, Arthur Maswaku, Rocky Bouchiri. Contre le Cameroun, c'était Chancel Mbemba. Contre le Nigeria, c'était Meshak Elia. On va dire, l'attaque pose encore un peu de soucis. De moins en moins, on voit des attaquants. Bon, pas les attaquants en totalité, les avant-centres, oui. Après, il faut voir dans quelle configuration on a joué toutes ces autres fois où les attaquants n'ont pas marqué, à part les matchs face à la Zambie. Les milieux de terrain étaient composés de quels joueurs? Les ailiers, c'était qui les ailiers? Bon, moi je mets quand même au crédit des attaquants le mérite de contribuer à certains buts, même si ce ne sont pas ces attaquants-là qui ont marqué. Encore une fois, je rectifie les avant-centres. Ouais. Parce que Meshak Elia, oui, il a marqué, mais c'était sur une passe de Bakambu. Après, moi, je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, qu'on se focalise uniquement sur les manques de performance de nos attaquants. Actuellement, même en club, ça ne marche pas trop pour nos attaquants, les avant-centres. Actuellement, même en club, ça ne marche pas trop. Mais pour vous soutenir, lors de la dernière CAN, aucun avant-centre qu'on voulait marquer. Oui, mais on est allé jusqu'en demi-finale. Vous souhaitez que ce soit le cas pour Non, je ne le souhaite pas. On n'a même pas souhaité que ce soit le cas lors de la CAN 2023. Je n'encourage pas le fait qu'on gagne sans les buts de nos avant-centres. Ouais. Mais seulement, je voudrais qu'on aille au-delà des buts de nos avant-centres. Qu'est-ce qui est demandé à un attaquant? Qu'est-ce qui est demandé à un avant-centre au-delà de ces buts? Parce que chaque joueur a un rôle primordial plus un rôle secondaire. Il peut y arriver dans un match de football, même si chez nous, c'est un peu abusé, ça arrive tout le temps. Il peut y arriver dans un match de football et CND ne marque pas, mais qu'il fasse marquer. Et surtout, on a vu ça à plusieurs reprises. Mais j'espère. Moi, je suis... Ok, Shadrack nous a fait des palettes, mais moi, je suis assez sceptique sur le fait qu'on va jouer face à une défense très faible. Moi, je voudrais qu'on reste quand même prudent. Aujourd'hui, Shadrack nous a présenté des palettes. Combien de temps ça fait combien de temps depuis que ces matchs-là se sont joués avant l'entrée en liste? Voilà, ça fait combien de temps? GD nous a rappelé ici que Djerno avait reconnu qu'il y a encore du travail à faire. C'était avant les palettes des Shadrack. Est-ce qu'ils n'ont pas pris en compte ces failles-là eux aussi? Mais ces analyses n'ont pas été faites sur un seul match. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs matchs. C'est pourquoi c'est personnel. Parce que moi, ce qui me plaît dans les palettes des Shadrack, c'est que ils nous montrent avec insistance la façon dont cette équipe béninoise encaisse des buts de la même façon, de la même manière dans chaque match. Mais non, on n'est pas les seuls à voir ça. Ils ont vu ça eux aussi. Mais ils peuvent corriger. Il faut corriger. Ils le voient, ils doivent corriger. Oui, ils n'ont pas corrigé avant les derniers matchs qui nous a été montré par Shadrack. Mais rien ne nous dit qu'ils n'ont pas corrigé avant d'arriver à la CAN. Je ne suis pas béninois, je suis congolais, mais je préfère qu'on reste assez prudent. Même si là, on ne va pas se voiler la face. La RDC part largement favorite face au Bénin. Encore plus avec les éléments nous présentés par Shadrack. Là encore, on est un peu plus rassuré. Mais restons assez prudents parce qu'il peut y arriver, je ne le souhaite pas, il peut se passer des choses. Mais bon, il faudrait un miracle pour que la RDC ne batte pas ces Bénin. Alors, on va amorcer l'atterrissage, messieurs, mais je voudrais qu'on souffle un tout petit peu parce qu'il y a eu débat sur la convocation des joueurs évoluant au pays.
La CAN démarre, on va dire dans quelques heures. La RDC joue le 23 de ce mois. Ce sera face au Bénin. Et Max Mokenzangi s'est également prononcé par rapport à cette question polémique sur la non-convocation de joueurs évoluant au pays, les joueurs de la Ligue nationale de football. On va écouter ce qu'il a dit. Et il a essayé de balayer un peu cette polémique autour de la paternité sur Chancel Mbemba, qui l'a réellement découvert, qui l'a mis en lumière. Max Moké était bien sûr l'invité des CAN Cultura Football. Ou arriver à donner mon avis, je me dis que c'est une équipe nationale qui va représenter le pays à cette CAN au Maroc. Et pour nous, c'est que le Congo doit gagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des joueurs, on a des binationaux, on a des joueurs qui ont commencé ici à Kinshasa. Et c'est cet effectif qui fait les joueurs qui vont représenter la République démocratique du Congo. Ce sont les enfants qui ont le sang congolais. Aujourd'hui, on ne peut pas distinguer, mais on sait qu'il y a d'autres qui ont commencé leur carrière professionnelle au niveau de l'Europe et il y a d'autres qui ont commencé leur carrière amateur au niveau de la République. De tous les pays, nous voyons que la majorité, ce sont des gens qui évoluent sur le plan international. Oui, il y a d'autres pays qui ont les joueurs qui évoluent sur le plan national, mais il faut se rendre compte de notre championnat pour que nous puissions en avoir. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que nous avons encore un championnat qui a un niveau bas par rapport aux autres pays qui ont donné les joueurs nationaux et qui vont représenter leur pays. Mais moi, je crois que ces polémiques-là n'ont pas le temps. Ce qui est important, que nous puissions avoir des joueurs qui vont nous représenter pour que nous puissions gagner, parce que tous sont des Congolais. Chancel, c'est un joueur qui a commencé ses débuts ici en République du Congo, précisément à Kinshasa, qui a commencé par un club qui s'appelle La Grâce. Après, il est passé chez AS Mputu et en fin de compte, il est venu chez moi à MK. Il a joué, je veux dire, sur les sables au niveau du terrain de Lemba que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, c'est là où MK s'entraîne depuis 2005. C'est là où il a commencé ses débuts et toujours il était là. Et je crois que Chancel a commencé à jouer dans l'équipe nationale, c'était les U23. Et là, il n'avait que 18 ans parce qu'il m'appelle papa. Je crois que tu portes toute la responsabilité de la République démocratique du Congo, telle que tu l'as toujours fait. Les chefs de l'État t'ont même appelé demi-dieu. Donc aujourd'hui, tout l'espoir des Congolais se repose sur vous, parce que vous êtes les capitaines de l'équipe nationale. Mon fils, tu es toujours soutenu par tous les Congolais et je suis sûr, tous nous sommes en train de prier pour que vous nous rameniez cette coupe. Et ces brassards du capitaine, tu vas soulever ça pour la République démocratique du Congo. Je te dis, et je te l'ai toujours dit, et je te le répète encore, tu iras très loin, tu es déjà parti loin. Et le nom est toujours en train d'y aller de l'avant. Vas-y mon fils, et tous les Congolais avec toi, nous sommes avec vous. Voilà, c'était là Max Moké, on va dire les tuteurs de Chancel Mbemba. C'est grâce à lui aujourd'hui que Chancel est mis en lumière. C'est lui qui amena Chancel en Europe, en Anderlecht, et tout le parcours qu'il a fait. Donc il n'y a pas question de polémiquer autour de cette question. Il n'y a pas lieu de polémiquer carrément. Chancel Mbemba, c'est le capitaine, c'est toute l'histoire. Un enfant formé ici au Congo. Le Max Moké est président de MK qui a permis à Chancel Mbemba notamment. C'est vrai, c'est grâce à son talent. Ouais. Parce que ce n'est pas Max Moké qui joue là, c'est pas Max Moké qui est capitaine de l'équipe nationale. C'est les talents de Chancel Mbemba. Mais en tant que mentor, en tant que tuteur, il a investi sur le joueur. Ouais. Aujourd'hui, le joueur lui rend l'appareil et voilà, il est fier de Chancel Mbemba. Après, les débats sur le joueur qui joue dans le championnat, je pense que c'est un débat qui ne devrait pas exister normalement en tout cas. C'est vrai que par le passé, nous avions beaucoup de joueurs évoluant. Déjà la CAN, si on revient seulement à la CAN 2015, il y avait 6 joueurs qui sont nés en Europe. Il y avait 6 binationaux seulement. Le reste étaient les joueurs qui étaient nés au pays. Et finalement, aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est l'inverse totalement. Donc il n'y a que 5 joueurs actuellement qui sont nés au pays, en équipe nationale. Je pense que c'est parce que le championnat n'est pas organisé. Il y a beaucoup de choses qui ne permettent pas aux joueurs, aux talents locaux de s'exprimer, d'avoir le niveau qu'il faut pour jouer cette compétition. Et moi, je pense qu'ils doivent encore travailler. Les dirigeants doivent faire leur part, organiser les championnats comme il se doit. Et on aura des Matomona Roum, des Scott Bala, des Trésors Poutou encore, et même des Benny Benza récemment, des Meshak Elia. Et donc, je pense que voilà, ce n'est pas vraiment un problème d'en faire un débat. Donc, clairement,
les meilleurs qui sont là et les meilleurs ont mérité d'aller à la CAN. Allez, messieurs, on est obligé vraiment d'atterrir, mais on va placer un petit mot, faisons un effort d'être bref par rapport à cette question, parce qu'on partage un même groupe qui est un même groupe avec le Sénégal, le Bénin, le Botswana. On a parlé du Bénin, largement du Bénin, mais il y a quand même les Sénégal sur notre chemin, parce qu'on va l'affronter le 27 décembre. Allez, il faut corriger les erreurs de Kinshasa. Après, il ne faut pas se mettre la pression. Il faut rester sobre. C'est un match. En fait, les matchs qu'on ne sait pas gagner, il ne faut pas le perdre. C'est-à-dire, si on perd face au Sénégal, on ne sera pas éliminé directement de la compétition. Ouais. Même si on gagne, on ne sera pas éliminé directement de la compétition. Bah après, moi, je pense que les Léopards, ils ont quand même à cœur de montrer qu'ils ont grandi. Et que voilà, tu vois, les drames de Kinshasa, les drames du 9 septembre à Kinshasa, quand même, les Léopards ont quand même cette envie de montrer qu'ils ont du répondant. Après, il faut le dire quand même que le Sénégal, pour moi, c'est l'équipe favorite de cette compétition et j'attends voir comment les Léopards vont aborder cette rencontre. Et après, moi, l'essentiel, c'est d'abord de s'assurer face au Bénin de faire un bon match et face au Sénégal de se montrer conquérant, montrer que nous aussi, on a évolué, on a progressé, on a des arguments pour aller embêter cette équipe du Sénégal, même s'il faut dire qu'ils sont favoris. Et aussi face au Botswana. Bon, le Botswana, c'est la deuxième participation à la CAN. Bah, ils se sont qualifiés quand même devant les Cap-Verts, ça il faut noter. Hein. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même aussi beaucoup évolué. Mais après, je pense que la RDC doit capitaliser d'abord ces deux matchs et affronter le Sénégal en étant conquérant, en jouant son football et en n'étant pas du tout complexé. Bon, je ne vois pas cette équipe complexée. Cette équipe qui vient de battre les Cameroun et le Nigeria, je pense que ce sera un grand coup pour les Léopards de faire tomber le Sénégal, parce qu'il faut dire quand même que la RDC, en match officiel, n'a plus battu le Sénégal depuis plus de 50 ans quand même. Ce sera un match dans un match et les Léopards viendront avec un esprit revanchard. Ouais, je ne pense pas qu'ils vont aller avec l'esprit revanchard, ça ne sert à rien, ce sera une pression inutilement. Je pense, en tout cas, ils doivent jouer leur football, sauf que le contexte n'est plus le même. Au mois de septembre, la RDC joue contre le Sénégal, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en manque de temps de jeu. Chancel Mbemba ne jouait quasiment pas, Dylan Bintobi. Presque 60% de l'effectif. Voilà. On a même perdu certains étaient en période de transfert, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Les joueurs ont récupéré, on monte en puissance. Ils rejouent dans leur club, ils sont vraiment en forme. La preuve, depuis la défaite contre le Sénégal au mois de septembre jusqu'à maintenant, la RDC n'a pas perdu aucun match. Donc, on monte en puissance. Et on est sur une match très bonne après dynamique. match, une très bonne dynamique. Mais je pense que contre le Sénégal, il faut juste jouer son match. Il faut voir que voilà, on a en face de nous l'adversaire, le grand favori de la compétition. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait jouer à fond notre match et lancer un message dans le monde entier que voilà, on est capable de faire tomber ces monuments, parce que c'est un monument du football africain actuellement. Et je pense qu'on est capable de le faire. On est vraiment largement capable de le faire. Après, il faut tirer des leçons des erreurs du mois de septembre, un peu de changement un peu tardivement. Le coach aussi, je suis sûr qu'il a appris. D'ailleurs, le président de la République a aussi analysé ces matchs-là. Il a dit au coach qu'ils n'étaient pas d'accord avec vous. Donc le coach a tiré des leçons contre le Sénégal. C'est un grand match. Mais c'est un match, si on arrive à gagner ces matchs-là, on va nous mettre en grande confiance pour aller jusqu'au bout. Si on bat déjà le Sénégal, je ne vois pas une équipe qui va encore être un obstacle pour nous. Merci beaucoup, Emery. On joue face au Bénin, mais la deuxième journée, c'est face au Sénégal. Allez, les résultats de ce match-là devraient aussi compter dans notre parcours. Oui, non seulement dans notre parcours, mais les contextes à ce moment-là, si voilà, les pronostics sur papier ne sont pas déjoués, ça sera une finale du groupe qui permettra aux vainqueurs de s'assurer certainement une qualification. Parce que d'un côté, on a les RDC qui va forcément battre les Bénin. De l'autre côté, il y a les Sénégal qui fera pareil face au Botswana. Il faudra maintenant jouer un deuxième match pour avoir 6 points et jouer le troisième match plus tranquillement avec des joueurs assez réservistes et tout. Voilà, donc ça sera une sorte de finale pour essayer d'aller directement à l'étape suivante. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est que les Sénégal est super favori pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Du coup, automatiquement, super favori dans notre groupe. On doit, voilà, je ne dirais pas qu'on doit se méfier. C'est une équipe qui part favorite contre nous. Ouais. Ça, c'est une réalité. C'est à nous maintenant de ne pas nous mettre la pression, essayer, parce qu'on a déjà fait un match nul face au Sénégal, chez eux au Sénégal lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ouais. Voilà, battre les Sénégal ou faire un nul, ça ne sera pas un exploit parce qu'on est en train de progresser, on est en train d'évoluer, on a les niveaux, mais les Sénégal, ça reste voilà, les favoris et on doit juste jouer notre football. Allez, on va juste jouer notre football, on est à la fin, on repart quand même du côté
du studio A pour retrouver Shadrack Kinte Tachomba, les docteurs foot. Messieurs, vous avez quand même un dernier mot. Hein. Enfin, vous avez fait un travail de qualité, un travail des titans. On est à la fin. La CAN, c'est dans quelques heures. La RDC, c'est dans 48 heures. Et le Sénégal aussi est sur l'autre chemin. Oui, moi je pense d'ailleurs que la dernière préoccupation du peuple congolais, c'est où trouver le maillot et quel sont le design. Vous n'avez pas prévu ça dans votre caniveau, pourquoi? Mais sinon, ça... Je crois que c'est la grande polémique qu'il y a jusque-là autour de l'équipe nationale. C'est bien, ça crée du suspense, ça donne envie justement d'être là le mardi prochain à 13h devant nos petits écrans pour soutenir les Léopards, certes de loin. Mais je pense que la RDC est parmi les outsiders de cette compétition. Le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire, etc. sont les favoris. Et je crois que la rencontre RDC-Sénégal, pour moi, c'est une rencontre qui va confirmer si vraiment la RDC a franchi un cap. Même si la RDC sortait perdante de cette confrontation, mais on va regarder le contenu, on va regarder le comportement, parce qu'aujourd'hui, on est en train de postuler pour une place à la Coupe du Monde. Et donc, il faut se frotter aux meilleurs attaquants, aux meilleures équipes, bien organisées, bien matures, bien structurées. Il faut se frotter au gratin du football africain. Donc, je crois que pour moi, cette rencontre-là, elle est très importante pour justement nous permettre à nous, chers analystes, chers Congolais, de jauger véritablement notre niveau avant d'aller jouer les barrages de la Coupe du Monde et voilà, d'avoir une idée globale justement sur l'évolution de la République démocratique du Congo en cette fin d'année 2025 et pour l'année 2026. Mais vous n'avez pas quand même fait un clin d'œil à votre public, ce magnifique public qui vous accompagnait quand même. Vous étiez accompagné d'un magnifique public, Shadrack. J'attendais peut-être, ces derniers mots dire, ouais, ce public était magnifique, il était avec vous, vous n'étiez pas esselé. Bon, je comprends. Vous avez juste préféré parler du maillot, Shadrack. Les maillots toujours, mon frère. Mais en tout cas, oui. Mais s'il y avait le maillot, le public allait être en maillot, même moi aussi. Malheureusement, on n'a aucune idée. Peut-être que GD qui a des sources à la FECOFA peut nous renseigner par rapport à ça. Non, parce qu'on n'a toujours pas de maillot, c'est compliqué. Non, mais actuellement, en ce moment où on parle, les maillots ont été déjà rendus officiels. Si vous entrez sur Internet, il y a déjà des images qui circulent. Il y a le bleu qui a été officialisé, le blanc également. Je pense que le prochain maillot, c'est le rouge. Okay. Donc, je crois que les maillots sont déjà disponibles. C'est à retrouver en ligne. Il y a aller sur la page Facebook de la fédération. Donc, vous allez voir toutes les conditions Sénégal, pour s'acheter un maillot à Decathlon également. Donc, voilà, il y a de quoi se faire une très bonne idée, s'acheter son maillot pour le mardi. Déjà, moi, je serai en maillot, en tout cas le nouveau. Allez, j'ai fait un peu comme ça, comme l'arbitre marocain, celui qui a officié le match Nigeria-RDC. Adel Jahed. C'est un piètre, on espère qu'il ne va pas... Ouais, mais pour ça, il faut... Adel Jahed. J'ai fait un peu comme lui, et puis il avait le courage de montrer comme ça que le match était terminé, messieurs. Merci d'être venu, Emery Kabongo, G. Louise Koupa, Trésor Mutombo, mais également à Shadrack Kinte Tachomba. Quand même un clin d'œil à ce public, avec Joël Mona, Franck, Enoch Kalala, Gershom Liloku, tout le monde qui était de l'autre côté, on vous connaît, on vous salue. Allez, prochainement, on va faire appel à d'autres publics. Merci, messieurs, mais il faut aussi jeter des fleurs à cette grande équipe technique autour du maestro. Carly Mabiala, Kadi Mouelo était à la régie finale, Carly Mabiala qui coordonnait tout, Moïse Mayumbo qui était bien sûr à la partie technique, sans oublier Alain Makiese à la prise de son, Pichu Kokola, Eric Mwamba était derrière toutes les caméras qui nous ont d'ailleurs permis de faire la jonction entre les deux plateaux. Merci à vous, chers téléspectateurs. Télé 50, c'est aussi ça. On a voulu vous mettre dans le bain de la CAN qui démarre bien sûr ce dimanche. Ce sera avec le match Maroc-Comores. Mais la RDC joue le 23 et ce sera bien sûr face au Bénin. Prenez rendez-vous 13h30 pour suivre de près cette rencontre. Et puis le 27, ce sera bien sûr face au Sénégal. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Mais n'oubliez pas votre rubrique CAN Cultura Football qui vous accompagne en temps réel avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera avec le même plaisir. Meilleurs vœux.